Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout l'inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Ce soir, sur le divan d'Henri Chapier, Jane Fonda. Riche, belle et célèbre, cette héritière des grandes stars hollywoodiennes n'a cessé d'être, paradoxalement, l'enfant rebelle du système. Née le 21 décembre 1937 à New York, la fille d'Henry Fonda perd sa mère, Frances Seymour, à l'âge de 13 ans. Élevée par une gouvernante, souvent privée de la présence d'un père dévoré par son métier d'acteur, elle quitte rapidement le collège pour s'inscrire à l'Actors Studio contre le gré de sa famille. Si elle débute au cinéma en 1960 avec Joshua Logan dans La tête à l'envers, la France ne la découvre qu'en 1964 dans La ronde de Roger Vadim, qu'elle épouse mais qui n'arrivera pas à la détacher des grands metteurs en scène américains. Ces deux Oscars gagnés en 71 et 77 à Hollywood ont moins marqué les foules que l'admirable Maison du Lac de Riddle, le film de sa réconciliation avec son père, Henry Fonda, dont ce sera en 81 la dernière apparition à l'écran. Mais dans l'opinion, l'actrice Jane Fonda est souvent éclipsée par la militante politique. Elle part en croisade contre la guerre du Vietnam, elle se bat pour la libération des femmes et les droits des minorités opprimées. Aujourd'hui, une certaine sérénité et un peu plus de réalisme font d'elle à la fois une star femme d'affaires et une conscience dressée contre l'injustice où qu'elle se manifeste. Jane Fonda, quelle petite fille étiez-vous à l'âge de 7 ans? Est-ce que vous pouvez me la décrire? Il y a trop longtemps, je ne me souviens pas. Ben, probablement j'étais une rebelle. Oui, je suis sûre que j'étais une rebelle. Je m'identifiais parfois avec le... Connaissez-vous le Lone Ranger? Le personnage un peu mythique, mythologique, un cowboy avec un cheval blanc. Oui, je suppose que beaucoup d'enfants Qui avait comme partenaire connaissent ça. un Indien qui s'appelle Tonto. Oui. Quelquefois j'étais le Lone Ranger, quelquefois j'étais Tonto. C'est-à-dire que quelquefois je me sentais un peu aliénée en dehors de société, quelquefois j'étais à la tête. Alors, j'aimerais savoir si vous avez le sentiment que vos parents attendaient un garçon au moment de votre naissance. Sûrement, car ma mère avait eu déjà une fille, elle voulait un garçon. Et puis, oui, c'est sûr, elle voulait un garçon. Mais alors, en général, les petites filles ont un rapport très tendre avec leur père. Est-ce que ce rapport a eu le temps de s'installer quand vous aviez 3 ans, 4 ans? Oh oui, sûrement, mon père était mon héros. C'était le désir de lui plaire, c'était la chose la plus importante. Pour le séduire? Non. Pour lui plaire? Pas dans le sens de séduire. Dans le sens Non, moral, je ne bien jamais sûr. aux télévisions. Oui. Non, c'est de faire comme il voulait, c'est-à-dire d'être parfaite. Et Je voulais être parfaite pour lui. parfaite pour lui ou une petite fille modèle en accord avec une certaine morale? D'avoir peur de rien, d'être toujours prête à, par exemple, how do you say put worms on the end of a hook to go fishing? How do you say Oui, worms? c'est des hameçons, des petits vers qui sont Des utilisés vers, comme des oui, les hameçons vers pour très pêcher. très laids, Oui. couverts des jambes comme ça qui bougeaient tout le temps, mais les poissons aimaient beaucoup ça. Oui, comme des mille pattes. Oui, comme des mille pattes. Voilà. Je n'avais jamais peur d'accrocher ce genre de vers sur les...
Oui. attraper des poissons. Je ne suis pas très fort Je en n'aimais matière de pas pêche. du tout ça, mais devant mon père, je le ferais tout le temps sans hésiter. Mais avec ce portrait-là, j'imagine mal la petite Jane qui joue avec des poupées, qui les materne ou qui écoute les contes de fées, les fairy tales avec ravissement. J'imagine pas ça. Est-ce que ça j'aimais existait? bien les contes de fées. Oui. Surtout comme j'avais des livres très anciens qui racontaient des contes de fées avec les illustrations faites d'un grand peintre américain. Et c'était à travers ces tableaux, très 1920, je crois que c'est de là toute mon imagination a commencé. C'était des images, des contes faits d'ailleurs, aussi bien que les illustrations, d'un part très romantique et très terrifiant. Mais est-ce que vous aviez dans ce livre le fameux conte de fées français? Chez nous, cette mythologie-là est importante. L'histoire du chaperon rouge et du méchant loup, ça existe aussi. Oui, Little Red Riding Hood. Et alors vous aviez envie de choisir quel rôle? Parce que les enfants choisissent. Ils veulent être le loup ou le chaperon. Qu'aviez-vous choisi? Probablement la grand-mère qui restait chez elle attendant la petite fille qui allait lui porter des choses très bonnes à manger. Pendant cette période-là, votre père tournait beaucoup et apparemment votre mère n'était pas tout à fait heureuse de cette carrière d'acteur qu'il enlevait. Vous avez dû aussi peut-être souffrir un peu de son absence pendant les tournages. Je me souviens pas du tout ni d'avoir souffert, ni que ma mère n'aimait pas sa profession, la profession de mon père. Et vous étiez fier d'avoir, vis-à-vis des petites filles du lycée, du collège, c'est amusant d'avoir un père célèbre, ça pose un peu, non? Avant 10 ans, j'étais en Californie, dans une école avec d'autres enfants des parents célèbres. C'était pas grand-chose, quoi. Personne ne remarquait qui était le père ou la mère de... Non, c'était après quand mon père faisait le théâtre à New York et how do you say we moved to Connecticut? Oui, on a déménagé, on s'est déplacé dans le Connecticut. Oui. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas transféré. parlé français. We started to live in Connecticut. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que mon père n'était pas médecin, qu'il faisait une chose un peu différente. Et les gens, people paid attention to me for the wrong reasons. I didn't like that at all. C'est ça. J'aimais pas du tout ça. J'aimais pas du tout ça. I hated the idea that I would get special privileges because of who my father was. Oui, en somme, avoir un privilège parce qu'on était la fille d'Henri Fonda, c'est ça que vous venez de dire, ça vous déplaisait profondément. Quand j'étais jeune, j'ai toujours remarqué que des gens nous donnaient beaucoup de choses gratuites. Des voitures, des vêtements, des télévisions, ceci, cela. J'ai jamais compris ça quand j'étais jeune. Pourquoi à nous? On avait de l'argent pour payer ça. Pourquoi ne pas donner ces choses aux autres? Mais c'est toujours comme ça. I know. Mais pour un enfant, ça semble tellement... Ça vous étonnait beaucoup. Étonné. Mais alors, justement, ce que vous venez de dire, ça montre aussi une éducation puritaine, une éducation sérieuse. Pour que ça vous révolte, déjà, ça veut dire que vous étiez imprégné d'une atmosphère. Donc, j'allais vous demander si c'était une éducation plutôt puritaine ou plutôt libérale. Moralement puritain, socialement libéral. Mon père a toujours été... Il faut simplement regarder les films qu'il a fait. J'ai grandi avec le film Raison en colère. Je l'ai dit bien? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis 12 hommes en colère et Oxbow Incident. Et tellement de films qui portaient des thèmes très... De contestation, bien sûr. Avec des valeurs très solides, très bien, très progressistes. Et il était un peu de ça là-dedans aussi. La première fois que je l'ai vu pleurer, c'était quand Roosevelt est mort. Mais
de l'autre part, il était très puritain. Il aurait dû travailler dans une bibliothèque en Nebraska. Il avait ce genre de tempérament. Je ne sais pas pourquoi il est devenu un célébrité de Hollywood avec 5 femmes. Un peu bizarre. Mais vous, votre côté rebelle, c'est intéressant parce que, bon, il était déjà lui-même. Et en même temps, vous auriez dû toujours vous entendre parfaitement, puisque vous partagiez le même sens des valeurs. C'est ça qui est étrange. C'est que vous avez eu tout de suite aussi une attitude morale qui ressemblait à la sienne. Et pourtant, il y a eu des frictions. Par exemple, quand vous avez décidé d'être actrice professionnelle, non? Et puis, il y a d'autres moments. Il n'y a pas eu toujours harmonie totale. Moi, je connais aucun cas d'un parent énorme, parce que mon père était comme un monument national, et un enfant très forte, qui peut avoir un rapport tout à fait calme. Tous les enfants, à certains moments, doivent se battre pour une identité. Oui, c'est ce que pour s'affirmer. Oui. C'est ce que vous avez fait. Alors, quand il y a un monument, il faut bouger ça. Il faut lutter encore plus fort. Et moi, je luttais bien fort. Et puis, d'autre part, quand on a un parent qui est mis sur une... How do you say put on a pedestal? Piédestal. Oui. Oui. Personne mérite d'être sur une pédestal. Hein? Les gens ont besoin des héros. Oui. Mais quand on a un enfant en face d'un parent qui fait son mieux, mais qui n'est pas totalement parfait, qui est parfait, on ressent le décalage. Le décalage, on le ressent très fort à un certain moment. Il faut devenir adulte, avoir ses propres enfants avant de pouvoir pardonner. La seule chose que j'ai fait intéressant dans le début de mon carrière, c'est de quitter Hollywood et venir en France. C'était une chose, wasn't so good for the career, but it was important for me. C'était important donc pour vous et peut-être pas tout à fait pour la carrière. Mais le coup de foudre pour Vadim et la France, c'est un peu des deux. C'est un homme, mais c'est aussi un état d'esprit et probablement pour vous un climat différent. Vous étiez plus libéré. Les deux, tout est arrivé en même temps là. Non, Vadim, la France, les films que vous avez fait avec lui, votre libération sensuelle, je dirais, si culturelle, films, mais comme personne. C'est tellement formidable pour un être de pouvoir vivre en dehors de son propre pays pour un certain temps et de immerse, de se plonger dans une autre culture, un pays avec une autre histoire, tellement... C'était une expérience formidable. Je crois que c'était en France que j'ai réalisé à quel point je suis américaine. C'est bien. Je souhaite ça pour mes enfants aussi. D'ailleurs, ma fille a passé beaucoup d'années en France. C'est bien. Et vous êtes devenu aussi, pour tout un public français, européen et américain aussi, une sorte de sex symbol. Alors ça, est-ce que ça vous a pas agacé à l'époque un peu quand même? Tout petit peu. Ça m'a étonné un peu, mais c'est pas tout à fait mauvais. Enfin, ça fait partie de l'expérience. De moi et de l'expérience et de... C'est pas mauvais d'être une sex symbol. La seule chose qui n'est pas bien, c'est s'il n'y a pas autre chose. Finalement, c'est à partir de la France et de conversations avec Vadim lui-même, un peu intellectuelles, mais vous êtes devenue après très concrète là-dessus. Vous êtes battue contre la guerre du Vietnam. Et vous avez commencé à avoir des positions vraiment très fortes. Que j'ai commencé à prendre d'ailleurs en France. Oui, c'était c'est ce que je vous d'être dis. américaine en France à travers des premières années de la guerre en Indochine.
c'était une chose très intéressante, car j'ai pu voir avec un optique, un vue un peu spatiale. J'étais entourée par les gens qui ont subi déjà l'expérience d'une guerre aussi loin contre les Vietnamiens. Pour d'autres causes aussi, vous n'avez pas fait les choses à moitié. Après, il y a eu les Chicanos, toutes les minorités, les Indiens. Et même pendant cette période-là, vous avez un peu laissé le cinéma en deuxième position. Je suis une femme politique, activiste. Je milite. I'm active in several organizations in the United Je States. milite dans plusieurs organisations. Je marchais avec 400 000 femmes il n'y a pas longtemps à Washington, en demandant que les femmes puissent avoir la liberté gardent d'avorter. le droit de choisir d'avoir un enfant ou non, en disant que le gouvernement n'a pas un rôle à jouer là-dedans. C'est à moi ça, pas au gouvernement. Et c'était une chose assez extraordinaire d'ailleurs, 400 000 femmes. Ma fille était avec moi. Non, je suis toujours involved. Toujours engagée, impliquée. Engagée, oui. Une chose très importante que nous avons appris à travers le mouvement contre la guerre au Vietnam, c'est que aux États-Unis, en tout cas, on peut avoir un vrai effet sur le gouvernement, the policies. Quel est le mot pour policies? De la politique. Oui, on peut changer la politique les courants. Des administrations, aussi bien républicaines que démocratiques. C'est une chose importante à apprendre. Quelle importance vous accordez à ce problème de la beauté menacée des femmes de 40 ans? Parce que ça, c'est très bien de le faire, mais la peur et le refus des années qui passent, est-ce que ça n'est pas une faiblesse de la société américaine aussi? C'est-à-dire d'avoir peur de vieillir, en somme, d'avoir peur de mourir, d'ignorer tout ça. Vous trouvez que c'est très important? Je trouve que le peur de la mort, le peur de la vieillesse qui nous approche à la mort n'est pas unique aux États-Unis. Mais c'est vrai que, à mon avis, on pardonne beaucoup moins bien aux États-Unis la vieillesse chez les femmes qu'en France, par exemple. Oui. Vous avez ici beaucoup plus de respect, de considération de respect pour une femme mature. Peut-être c'est parce que vous aimez le vin tellement. Et qui se bonifie avec les années. Oui, exactement. Et surtout quand on est actrice, la question d'âge devient très importante, car c'est à travers notre visage, nos corps, qu'on gagne notre vie. Mais comme j'avais peur de vieillir, j'ai fait comme je fais toujours. Il faut confronter directement ce qu'on a avec that which we fear. Si j'ai peur de vieillir, il faut que je confronte la vieillesse. Je fais beaucoup de recherches, j'ai écrit un livre. Et j'ai réalisé qu'il y a certaines choses dans la vieillesse pour lesquelles on ne peut rien faire. Il y a d'autres choses avec lesquelles on peut négocier un peu. Alors, j'ai appris comment négocier. Et comme je fais toujours, j'ai essayé de pass it along to other women. Oui, en somme, de communiquer le secret à d'autres femmes, de transmettre le message. Yeah. En même temps, vous avez transmis un message qui est assez beau. C'est que vous avez conseillé pour cette harmonie, qui est un des thèmes de ce livre, cette harmonie un peu spirituelle aussi, et pas juste matérielle. Vous avez conseillé qu'on intègre dans les familles les beaux-parents, les grands-parents, les gens âgés, et vous avez expliqué quand même ce que ça pouvait apporter comme enrichissement. Mais j'ai passé beaucoup de temps dans les pays, en Asie par exemple, au Vietnam, ailleurs.
Et ça m'a beaucoup touchée, comme les grands-mères, les grands-pères, les anciens ont toujours une place. Ils servent. C'est pas simplement de les garder à la maison et les traiter d'une façon très paternalistique. Oui, ils ont mais un rôle actif. Ils ont un rôle pour garder les enfants, pour faire ceci, cela. Ils sont actifs, ils vivent longtemps, peut-être à cause de ça. Et en plus, les jeunes apprennent tellement à travers les anciennes générations. Mais c'est intéressant. Et parce aussi, que je viens de faire ce film, Old Gringo. Justement, c'est télépathique, j'allais vous parler de ça, Oui. de Gregory Peck, de ce personnage. Vous êtes producteur d'un film où il y a un homme extraordinaire et on sait bien qu'il n'a pas 20 ans. Ça touche la mythologie, la société, la culture nord-américaine, mais aussi la culture latino-américaine, aztèque. Et une chose qu'on a appris à travers le développement de ce film et vivant comme nous avons vécu au Mexique pendant plusieurs mois, que là-bas, on regarde la mort. La mort? Oui, la mort. La mort d'une autrement. façon très différente. La mort n'est pas une chose là, en dehors de la vie avec laquelle on a beaucoup de peur. On amène la mort dans la vie à tout moment. Dans les grands festivals, il y a toujours les squelettes, Oui. la présence de la mort tout le temps dans la vie. Et on traite de ça dans le film. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Je viens de me souvenir... Me souvenez? Oui, me souvenir souvenir, à un oui. moment donné, le chanteur Michael Jackson était avec moi dans le ranch que Oui, que oui, j'ai. c'est- Et ça, je lui ai c'est- dit, là-bas, je vais être entourée. It's my, how do you say, my grave? Eh bien, c'est ma tombe. Ma tombe Oui. sera là. Sera là. Et il est devenu fou. Oh, comment est-ce que tu peux dire ça? Mais pourquoi y penser? Mais c'est pas possible. Et il avait vraiment peur. Lui, c'est un tabou pour Et lui. moi, Il je suis va libérer. complètement différent. Moi, j'aime bien regarder le mort en face, face. et de m'habituer à lui un peu. Je crois que vous avez une intuition à la fois de l'histoire d'une société et aussi de votre histoire. Et alors, je voudrais vous demander, ça c'est personnel, c'est ce que je crois moi, c'est que vous avez, sans être fortune teller, vous ne savez pas dire votre destin ni celui des autres, mais vous le sentez. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'être très surprise par le fait d'avoir pas su prévoir quelque chose? Chaque jour. Ah bon? Absolument. Chaque jour, je suis absolument étonnée de ce qui m'arrive. Je n'ai jamais prévu quoi que ce soit dans ma vie, rien du tout. Quand je commençais à être acteur, j'imaginais jamais que je deviendrais Star. célèbre, Oui. star, pendant Mais- 30 ans. Mais bon, alors... Même maintenant, je ne le comprends pas d'ailleurs. Mais quand même, est-ce que dans ce cas-là, vous croyez au destin comme ça, qui tombe du ciel, une forme de chance, ou alors est-ce que vous êtes totalement persuadé que c'est nous qui le construisons? Le destin est autour de nous, tout le temps. Des moments de synchronicité, Oui, ça le existe en français, synchronisme, oui. mais on comprend Il pas. faut simplement, le problème, Provoquer. c'est d'être En assez phase. ouvert Oui. de pouvoir le saisir. C'est-à-dire que oui, on crée notre propre destin. Mais en même temps, c'est là. Et c'est à nous de le saisir ou pas. On peut laisser passer les moments de notre destin sans le réaliser. Et ça vous est arrivé, ça, de laisser passer quelque chose? Ou pas? Sûrement. Oui, des choses dans la carrière et des amours aussi. Je sais qu'il y a des hommes qui sont passés devant moi dans ma vie, des amants avec lesquels je n'étais pas prêt, qui auraient pu être très importants et je n'étais pas prêt.
Et qu'est-ce que malheureusement. vous aimeriez transmettre d'essentiel à vos enfants, là, pendant que vous dialoguez avec eux? Enfin, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils prennent vraiment de vous, d'important pour eux, pour leur vie, pour... Penser aux autres, qu'on ne vit pas seulement pour soi-même, que d'avoir de integrity, comment on dit? Une intégrité. Une intégrité. Oui. Et que il y a des choses dans la vie plus importantes que l'argent. Ma fille le sait très bien. La fille de Vadim, Vanessa, elle a des valeurs très... Et le fils Troy est plus jeune. Troy plus jeune. Troy dit de temps en temps il veut être dictateur capitaliste, en riant d'ailleurs. Mais il aime bien de l'argent. Alors j'essaie d'oser ça pour qu'il comprenne, je crois qu'il comprenne un peu autrement. Que la vie ne doit pas être dirigée par le fric. Ça ne veut pas dire que c'est noble d'être pauvre, mais de ne pas baser la vie sur ça. Oui. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.